maintenant rester le temps que vous avez pour répondre à des questions, on espère nombreuses. Quelques personnes que je voulais remercier ici, c'est le réalisateur Bertrand Delapierre, qui ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il est lui-même reparti en expédition. Et en fait, c'est le caméraman principal et réalisateur du film qui fait tout ce que vous voyez Géraldine faire. Il le fait avant, il le fait avec tout son matériel de cinéma sur le dos, donc quelqu'un d'exceptionnel. Et merci aussi à Dominique Besnéard d'avoir choisi ce film pour commencer à parler un petit peu des thèmes environnementaux, changement climatique, en préambule de la conférence Paris Climat de début décembre à Paris, qui sont des thèmes que Delphine connaît bien et Nicolas également. Voilà, on ne vous voit pas beaucoup là avec le spot, mais on peut certainement vous entendre, donc si certains d'entre vous ont des questions à l'un ou l'une d'entre nous, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que les dates de votre expédition étaient calquées sur celles de Shackleton ou c'était pas la même période de l'année? Oui, alors on est en fait 100 ans après cette aventure expédition qui a duré plus de 18 mois. Donc c'était impossible pour nous en 6 semaines de reproduire 18 mois d'expédition. Donc nous étions dans les mêmes endroits, on a été inspirés par ce voyage historique, mais on n'a pas fait exactement la même chose dans la même période de l'année. Notamment la traversée qu'il a fait de Elephant Island en Géorgie du Sud était au mois de mai, donc au début de l'automne en Antarctique. Nous l'avons fait en octobre-novembre, donc au début du printemps antarctique. Pour des raisons en fait d'enneigement et de solidité de la glace dans la traversée, on voulait être juste après l'hiver antarctique plutôt qu'après l'été où la neige et les crevasses auraient été plus dangereuses. Question de la part de jeunes peut-être? Ah. Est-ce que tu comptes faire une expédition comme ça? Comment? Est-ce que tu comptes faire une expédition comme ça? Est-ce que je compte refaire une expédition? Oui, j'essaie d'en faire en moyenne une par an. Et j'ai pour l'Arctique russe en 2017 et puis également dans le Pacifique l'année prochaine. Sans doute Palau, Vanuatu et aller regarder aussi les conséquences du changement climatique là-bas, puisque ce qui se passe en fait autour des pôles, le Groenland, l'Arctique, l'Antarctique sont souvent des précurseurs de ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Les effets arrivent avant et arrivent en général dans des facteurs 2 par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Donc quand vous voyez là sur les cartes que l'on montrait et ce que l'on a mesuré, les variations des courants autour de l'Antarctique, ça a une influence sur les courants tout autour de la planète. Ça perturbe les systèmes climatiques généraux, en particulier le nombre de tempêtes, la force des tempêtes, et ça a donc des conséquences sur des îles aussi lointaines que les îles du Pacifique. Du coup, si vous refaites une expédition, ce sera les mêmes prélèvements, enfin, la température et la salinité que vous avez Non, alors chaque expédition, on a des thèmes différents, des sujets différents. Au Groenland, on avait regardé les migrations des oiseaux migrateurs et mis des balises satellites sur le dos d'oiseaux migrateurs pour regarder comment leur route migratoire, la fréquence des migrations, la durée des migrations se passait pour ces oiseaux qui partent du Groenland et qui vont en Afrique tous les ans et qui retournent ensuite. Donc les sujets varient à chaque fois. Oui, monsieur? J'imagine que Shackleton a écrit un compte-rendu de son expédition. Alors je ne sais pas si c'est la Société royale de géographie ou s'il a fait un livre, mais vous l'avez certainement lu. Et est-ce que vous avez constaté des modifications dans les glaciers, dans
l'importance du froid, de la neige, des glaces sur les îles les plus abordables, c'est-à-dire les Géorgie du Sud peut-être. Oui, alors il a écrit effectivement plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle South, donc le Sud, sur cette expédition en particulier, qui est un superbe livre, la langue anglaise de l'époque étant vraiment superbe à lire, et son écriture en particulier. Je vous recommande vraiment de lire ce livre, c'est un livre exceptionnel. Il y a aussi plusieurs livres écrits autour de l'expédition par d'autres personnes. Je crois qu'il y a un symbole. Alors quand on va dans ces endroits-là, on n'a jamais un wow moment où on se dit « ouh là là, ça y est, le climat change, ça se voit là sur la plage », c'est impossible de le dire. On s'en aperçoit quand on peut comparer à ce qui a été vu, observé à l'époque. En l'occurrence, pour vous donner un exemple, quand on arrive sur ce qui s'appelle Fortuna Bay, à la fin de la traversée de l'île de la Géorgie du Sud, en fait, on voit cette grande plage où il y a des manchots et autres phoques. À l'époque de Shackleton, tout ça c'était de la glace. Le glacier allait jusqu'à la mer. Aujourd'hui, ce glacier, qui était mesuré au fil des ans, donc par Shackleton, mais aussi par satellite, depuis qu'il y a des observations satellites, il a reculé d'environ 2,5 km et maintenant toute cette baie est complètement dégagée. C'est la même chose que l'on voit, la mer de glace autour du Mont Blanc, la plupart des glaciers qui reculent, même s'il y en a quelques-uns qui ne le font pas. La grande majorité des glaciers sur l'île de la Géorgie du Sud, il y en a 36 qui ont été observés sur les 160 et quelques qu'il y a. Sur les 36 qu'il y a, il y en a 28 qui reculent, 6 qui sont stables et 2 qui avancent. Donc la grande majorité recule comme partout dans le monde. Si vous avez des questions aussi pour nos autres... N'hésitez pas. Toute votre équipe, c'est vous qui avez, entre guillemets, recruté? Oui, tout à fait. Et sur quelle base? Ou est-ce qu'il y avait du volontariat ou de la demande? Ou est-ce que c'est vous? Oui, il y a toujours beaucoup de demandes avant qu'ils voient le film, et en général, après avoir vu le film, ils me disent non, je ne viendrai jamais en vacances avec toi. Mais en général, il y a toujours de la demande pour venir dans ce genre de voyage. C'est moi qui ai assemblé l'équipe. Certaines des personnes, je les connaissais, comme Ben, le guide, le caméraman également, David, cet anglais aventurier, et les autres sont venus sur recommandation des personnes que je connaissais. Et pourquoi snowboarder? Alors, snowboarder, c'était... Comment? Quel est le but? Oui, alors justement, le but, d'abord ces expéditions, principalement, je dirais, même s'il y a un thème scientifique dans toutes celles que j'organise, à la base, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, d'aller dans des endroits que j'ai envie de découvrir. Donc il y a vraiment un but personnel. Le cas de Géraldine, c'est qu'on voulait ajouter un peu de dimension, justement, sportive, poétique au voyage, et ne pas être que dans l'observation scientifique et le travail. D'autant plus qu'elle a un rôle, elle a quand même une très grande visibilité dans sa communauté, puisque elle était 3 fois l'équivalent de championne du monde de snowboarding. Elle fait aussi du wingsuit, oui, la combinaison base jump, vous savez, les combinaisons écureuils, la sautée du cervin. De la manière la plus libre possible. Voilà, donc elle a une grande visibilité, elle a beaucoup de gens qui la suivent sur ses réseaux. Donc le simple fait qu'elle dise, voilà, je suis allé dans ces endroits-là, on a vu des... Ça correspond vraiment aussi à une tendance du moment de ce qu'on observe sur les sujets à la fois de dérèglement climatique et de préservation de l'environnement. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a discuté à l'intérieur soit d'une bulle scientifique, soit d'une bulle de gens déjà convaincus qui connaissaient le sujet. On se rend compte, avec Paris Climat 2015, mais on s'en rendait déjà compte à Rio en 2012, on s'en est déjà rendu compte avant, au début des années 2000, qu'au final, de discuter climat et environnement, c'est une préoccupation de chacun d'entre nous. Donc si on n'est pas capable de communiquer via des sportifs, de communiquer via également des artistes
et de travailler avec des messages qui les parlent auprès de gens qui les suivent et qui souvent n'en ont rien à faire des questions d'environnement, on va se mettre à discuter d'environnement entre techniciens de l'environnement, on ne sera pas capable de construire et de faire évoluer un projet de société. Donc on a besoin de séduire des sportifs, on a besoin de séduire des artistes, non pas pour leur donner un discours préétabli à réciter, surtout pas, mais au contraire pour qu'avec la sensibilité qui est la leur, eux se rendent compte du dérèglement climatique. Et il n'y a pas longtemps, c'est une anecdote qui va peut-être répondre à ceci, on a été présent sur une course en solo à la voile, la solitaire du Figaro, pour ne pas la citer, qui est partie pas loin. Les concurrents sont revenus et sur un plateau en fin de course, on leur a demandé ce qui les avait le plus gênés de toute la course qui avait trait à l'environnement. Et ils nous ont dit 3 choses. La pollution des océans qui a commencé quand ils ont descendu l'estuaire depuis Bordeaux et où ils ont vu du plastique sur toute la route, et je crois même que vous en avez vu dans l'Antarctique aussi à travers les échantillons, des microplastiques, des macroplastiques, il y a différents déchets. La pollution lumineuse nocturne auquel on ne pense pas, mais qui fait qu'en plus il y a eu une contestation de course à l'arrivée parce qu'il y a des concurrents qui ont été tellement éblouis depuis la mer qu'ils n'ont pas pu voir les bouées de l'arrivée, et les phénomènes climatiques extrêmes qui apparaissaient de plus en plus régulièrement. Et ça, c'est vraiment des images du quotidien qui reviennent du sportif dans son activité sportive au quotidien. Oui. Alors là, je suis tout à fait, tout à fait d'accord avec vous. La seule chose qui, quand je vois qu'on organise la Coupe du Monde au Qatar, vous m'excuserez, mais je ne vois pas ce que les sportifs vont faire là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On vit pour rien. Non, non, mais c'est pour rien. Oui. Alors c'est très bien. Vous êtes des gens passionnés, des gens qui certainement veulent faire évoluer ce monde qui est de plus en plus malheureusement pourri. Hein, je vais être assez direct. Moi, la conférence de Paris approche. J'aimerais savoir, et on peut aborder dessus. Oui, on est là pour ça. J'aimerais savoir justement ce que vous ressentez un petit peu, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence, sachant que personnellement, moi je considère que ça fait des années que tout le monde se désintéresse de cette politique. Et je ne parle pas des gens comme vous qui êtes dedans, je parle moi de tous ceux qui nous entourent. Tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui à la télévision ou autre, je veux dire, moi je ne suis pas du tout convaincu que par rapport à ce qu'on a vu à Rio et tout, qu'il y ait une évolution. Au contraire, je crois que c'est de pire en pire. Donc moi, je m'adresse à vous, aux politiques, Madame Delphine Battereau, et voilà, je m'adresse à vous pour savoir l'optimisme que vous avez dans cette conférence, et est-ce que vous croyez réellement que les choses vont évoluer? Voilà. Moi, je suis une militante, donc je suis une combattante. Je ne fais pas des prédictions et des prévisions. Je me bats pour que les choses changent. D'abord, merci pour ce film et ces images. D'abord pour nous montrer un océan et un continent où je pense beaucoup d'entre nous n'auront pas la chance d'aller. Ensuite, parce que je crois que pour changer les choses, il faut d'abord avoir envie de les protéger, il faut d'abord s'émerveiller. Ensuite, merci à Dominique Besnéard de donner une place dans un festival comme celui-ci, à un film comme celui-là et un sujet comme celui-là. Pourquoi? Parce que ça fait, vous avez assez raison, ça fait 23 ans en fait que la communauté internationale discute du changement climatique. Alors il y a eu toute une période où une part importante des cercles économiques, d'un certain nombre de grandes nations, contestaient même la réalité de l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on peut considérer que cette question-là est réglée. Simplement, ce qui se passe entre il y a 23 ans et aujourd'hui, il y a 23 ans, quand les scientifiques parlaient du dérèglement climatique, ça apparaissait comme une prévision scientifique pour plus tard, comme quelque chose qui allait certainement advenir dans un horizon lointain. On n'est plus du tout dans cette situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris en France, on en voit les conséquences.
Qu'est-ce qui va se passer à Paris en décembre? Est-ce que c'est un petit peu la conférence de la dernière chance? En fait, moi je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que les négociations internationales sur le climat, c'est un concentré de toutes les inégalités, de tous les rapports de force entre grandes puissances sur la planète, puisqu'en fait, au travers de la question du climat, et j'apprécie d'ailleurs que votre film parle aussi de la biodiversité, ne saucissonne pas les sujets les uns des autres. Il faut avoir une approche globale aujourd'hui de la question environnementale et comprendre que le problème du climat, le problème de l'effondrement de la biodiversité, le problème de la production de déchets, de la surconsommation de ressources, tout ça c'est un seul et même problème qui renvoie au mode de développement. Le mode de développement, on est confronté évidemment à des intérêts financiers puissants qui ne veulent pas le remettre en cause. Donc moi, la façon dont j'aborde les choses par rapport à la conférence de Paris, c'est pas de faire une prévision sur sa chance de réussir ou sa chance d'échouer, c'est de me battre pour qu'il s'y passe quelque chose, et de me battre pour qu'il s'y passe quelque chose en comprenant aussi les leçons des échecs, par exemple de la conférence de Copenhague, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, où tout le monde espérait qu'il allait y avoir un grand accord international sur le climat, et puis il n'y en a pas eu. Et en fait, après ce qui s'est passé à Copenhague, tout le monde a baissé les bras. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'il y ait une mobilisation de la société, pas simplement des gouvernants, mais de la société civile. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des réalisateurs, des acteurs, des sportifs, etc. qui s'engagent, des entreprises qui soient irréversibles et qui enclenchent quelque chose au-delà même du résultat de la conférence de Paris. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à Paris en décembre 2015, on enclenche un mouvement et une mobilisation à l'échelle internationale qui, j'allais dire, même enjambe la conférence et son hypothétique résultat. Pour l'instant, pour répondre à votre question sur à peu près 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, les engagements que les pays ont pris sont très en deçà de ce qu'il faudrait pour pouvoir maintenir le dérèglement climatique dans un horizon qui soit un horizon gérable. En termes d'adaptation pour l'espèce humaine, donc on est très très loin du compte, et puis vous voyez bien les contradictions de la situation actuelle, où d'un côté on a l'enjeu de la conférence sur le climat et des négociations sur le climat, et d'un autre une baisse des prix du pétrole, une fuite en avant à de nouvelles exploitations pétrolières, notamment au pôle Nord. Où en fait la fonte de la banquise est aussi vue comme une espèce de manne pour toute une série de compagnies qui espèrent en profiter pour exploiter de nouvelles ressources. Donc on a toute une série de contradictions qui ne sont pas franchement... Merci Delphine. Quand on parlait un petit peu d'argent, on n'a pas souvent le point de vue de l'argent dans toutes ces activités. Peut-être Thierry qui fait partie de la Française, donc qui un de mes sponsors depuis des années. Quelques mots à dire sur qu'est-ce qui se passe dans ton monde de la finance? Juste, on va déjà définir ce qu'est la finance, parce que la finance, on imagine tous beaucoup de choses. Pas un cours de finance. Non, très bref. La finance dont il s'agit, c'est très simple, c'est les intermédiaires qui sont entre les détenteurs de capitaux et d'épargne, c'est-à-dire vous et moi, et l'économie réelle, et le monde réel, et le monde des entreprises, et le monde, tout ce qui concerne, tout ce qui concerne la vie de tous les jours, tout ce qui concerne, on part de la finance qui va, justement, son jeu de mots, financer la transition énergétique. Donc, en réponse à ces enjeux, que peut faire la finance? La finance, c'est très simple, son rôle, c'est quoi? C'est de flécher les capitaux, d'apporter les capitaux, de diriger vers l'épargne, vers les solutions qui sont les moins... négative en termes d'impact environnemental. La finance a deux responsabilités. Elle a une responsabilité financière envers les détenteurs de capitaux, envers vous et moi, et elle a également une responsabilité par rapport à l'environnement. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, nous vivons de plus en plus sur le dos de la planète. Si la finance, elle se veut être un acteur de long terme, la finance n'est pas là pour faire des profits à court terme, la finance est là pour valoriser votre épargne sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un épargnant aujourd'hui met l'argent de côté pour préparer sa retraite.
Une caisse de retraite aujourd'hui va essayer d'optimiser les ressources de ses cotisants pour payer les retraites de demain. Donc, par rapport aux enjeux de la COP21, que fait la finance? C'est très simple. Elle va essayer de diriger les capitaux non pas vers les entreprises les plus émettrices de carbone, mais vers celles qui font le maximum d'efforts pour préserver l'environnement, ou alors vers les entreprises qui vont essayer d'apporter des solutions pour améliorer ou pour limiter les nuisances de l'activité économique sur l'environnement. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, on a besoin des entreprises. Mettons en valeur à travers la finance celles qui sont le plus bénéfiques pour l'environnement et pour l'épargne des clients. Pour en revenir d'ailleurs à votre question, c'est quelque chose qui est assez important dans ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que du côté de la discussion, que je ne qualifierais pas de politique pour le coup, j'y reviendrai, mais plutôt de technocratique et administrative de haut niveau qui a en ce moment lieu entre les États, ça va plutôt mal. Il ne faut pas se mentir, on est en retard et il y a urgence. Il y a des gens qui sont en train de bouger et qui ont été, pour une partie d'ailleurs, longs à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que les associations, on a eu l'impression pendant 10 ans de crier un petit peu au milieu du dessert. On a été rejoint par des collectivités locales, on a été rejoint par des pionniers divers et variés. Les entreprises ont été plus longues à réagir, mais je pense que depuis l'échec de Copenhague, il y en a une partie, et les acteurs financiers sont un petit peu dans le même rôle, qui se sont mis à dire on ne peut pas aller à l'encontre du mouvement, donc on va essayer de l'accompagner, de l'anticiper et de se doter des outils. Il y a aussi toute une partie des entreprises qui ne veulent pas bouger. Et entre 2009 et 2014-2015, tout ce petit monde qui se connaissait relativement mal, on a appris à se structurer. Il y a 2 mois, on était à un sommet, en fait, qui est le sommet mondial climat et territoire à Lyon, où on a construit une déclaration commune, où pour la première fois, il y avait des entreprises, des collectivités locales, des associations qui représentaient ensemble 65% des émissions carbone, qui se sont dit, voilà ce qu'on propose et voilà pourquoi on dit au chef d'État, il y a urgence. Et Delphine disait quelque chose qui pour nous est essentiel, c'est qu'on ne parle pas du carbone comme d'un truc hors sol où on est en train de négocier. On est sur une approche qui est systémique, qui est incarnée, sur lequel quand on parle carbone, on parle aussi qualité de vie, on parle aussi environnement, on parle aussi biodiversité, et on parle du fait d'avoir un minimum de système économique qui marche et un système de solidarité où on est en train de laisser le moins possible de gens autour de la route. Mais si on se souvient de l'esprit des premières négociations climat qui avaient lieu en 92 avec Gorbatchev, avec Mitterrand, avec Kohl, il y avait une volonté des dirigeants à l'époque de laisser une place dans l'histoire et de se dire la thématique climat, la thématique environnement, c'est un sujet politique au plus haut niveau, c'est l'affaire des chefs d'État, c'est l'affaire des gouvernements et ça n'est pas l'affaire de techniciens. Pendant 20 ans, on a eu des techniciens des négociations climatiques qui ont fait un business de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. On doit d'ailleurs beaucoup à Delphine Batho d'avoir pendant la période où elle était ministre de l'Environnement, remis des sujets comme la biodiversité, comme l'océan, qui étaient carrément sortis de la boîte des négociations climat, au cœur du sujet en se disant ça aussi, c'est un sujet, c'est une partie de la solution. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin pour que Paris Climat 2015 soit un succès, c'est qu'entre maintenant et l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a lieu en septembre, donc on a 3-4 semaines pour agir, il y a une dizaine de chefs d'État qui se disent c'est notre sujet, et soit on est en train d'écrire l'histoire et de franchir un nouveau pas, soit on va passer à côté de la COP21, et là ça sera catastrophique parce qu'on aura perdu un an de plus et on va reperdre du temps. Par contre, je serai un petit peu moins négatif que vous, c'est que je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de réussir, que dans la boîte à outils, par exemple, on a une petite équipe, quelques-uns, à avoir travaillé sur un projet de déclaration de l'humanité dont on va entendre parler dans les prochaines semaines, qui essaye de définir des choses comme qu'est-ce que c'est qu'une génération future, comment est-ce qu'on la définit, est-ce qu'il y a des droits des non-humains, comment on les définit de la manière la plus pragmatique possible, parce que c'est des objets de discussion depuis 20 ans, ils n'ont jamais été définis en droit à l'échelle internationale. Et pour nous, il y a 4 priorités qui permettent vraiment d'en sortir
et de faire date dans l'histoire et de faire en sorte que la COP21 serve à quelque chose, c'est de remettre la thématique océan au cœur de la discussion comme d'autres, mais sur le sujet océan, il y a un consensus, il y a une volonté d'agir où les associations, les professionnels, les entreprises ont envie d'agir tous ensemble avec les collectivités locales. Et par exemple, vis-à-vis du Pacifique Sud, dont Luc parlait, c'est un sujet aussi qui permet que la thématique d'adaptation fasse qu'on ait quelque chose à dire au Vanuatu qui s'est pris un cyclone plus important que jamais, peut-être au Bangladesh demain. Il y a la thématique de fixer un prix au carbone qui soit applicable à tous parce que ça remet le jeu du marché en fait au cœur des négociations climat et ça permettra de s'affranchir de toutes les fluctuations du prix du pétrole qu'on a connues ces derniers temps. Et puis, une troisième chose, c'est de remettre ce sujet climat au cœur du quotidien et au cœur du local. Et personnellement, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en même temps que la COP21, on a des élections régionales avec des grandes régions qui vont récupérer une compétence énergie, développer leurs compétences transport, qui ont déjà des compétences aussi sur la santé, sur l'alimentation, qui fait qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire. J'espère que le sujet sera aussi au cœur du programme des régionales et que ça nous servira d'impulsion et pour être un petit peu vulgaire, de coup de pied aux fesses pour produire un texte qui soit sérieux pour la COP21. Juste pour répondre au doute de monsieur, je ne sais pas si la COP21 sera un succès d'un point de vue politique ou